Bienvenue dans Un Monde en Doc, 3 documentaires et un débat pour élargir nos horizons et approfondir les grands sujets de l'actualité. Comme toujours, vous commentez l'émission via les réseaux sociaux avec le hashtag UMED. La confiance entre la population et la police est un élément essentiel du pacte républicain. Aujourd'hui, ce lien est abîmé. La crise des Gilets jaunes a tendu les relations entre les Français et ceux qui sont chargés de leur protection. Mais cette tension existe depuis beaucoup plus longtemps dans certaines parties du territoire, et notamment avec les jeunes. Au-delà des bavures qui laissent des traces durables, il y a au quotidien les comportements excessifs de certains policiers. Il y a de l'autre côté des fonctionnaires épuisés par la culture du résultat. Et puis de part et d'autre, il y a la peur et souvent le mépris. Alors nous nous demanderons avec nos invités comment retisser le lien. Mais avant cela, voici notre documentaire « Police, illégitime violence ». C'est un film de Marc Barr. Voilà, notre film se conclut sur une intervention sans violence, relativement banale, mais on l'a vu, c'est très souvent la défiance, voire l'agressivité qui domine entre la police et la jeunesse. C'est une question qui dépasse d'ailleurs désormais ce qu'on appelle, à tort ou à raison, les quartiers populaires. La crise des Gilets jaunes a tendu les rapports entre nos policiers et une partie plus large de la population. À qui la faute ? Comment opérer une désescalade ? La police est-elle au-dessus des lois ou ne fait-elle que répondre à la violence de la société, une société de plus en plus violente? On va voir ça maintenant, on va approfondir avec nos invités. Bonjour à vous Jean-Michel Schlosser. Il y a 5 ans encore, vous étiez officier de police judiciaire et aujourd'hui vous êtes sociologue. Vous travaillez notamment sur la légitimité de la violence. Bonjour Marion Guémas. Bonjour. Vous travaillez, vous, pour l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, sur les questions de police, de justice et de privation de liberté. Bonjour Denis Jacob. Bonjour. Vous représentez le syndicat Alternative Police CFDT, dont vous êtes le secrétaire général. Vous connaissez bien, vous aussi, le quotidien des policiers de ces quartiers pour avoir vous-même travaillé notamment à Villeneuve-la-Garenne. Bonjour à vous, Driss Etazaoui. Vous êtes, vous, adjoint au maire d'Évreux, vice-président de l'agglomération d'Évreux, en charge de la politique de la ville et de la prévention de la délinquance. Je précise que vous êtes aussi vice-président de l'association Villes et Banlieues. Alors, je voudrais d'abord que nous posions un diagnostic. Il y a dans ce film plusieurs cas individuels graves, des scènes parfois difficiles, des témoignages difficiles, qui ont parfois fait l'objet de condamnations, parfois non. Qu'en est-il exactement, Marion Guémas? Est-ce qu'on peut dresser un panorama de la violence de la police aujourd'hui dans notre pays? Alors non, c'est quelque chose qu'effectivement il serait intéressant de pouvoir établir, mais voilà, c'est la question de la violence. Qu'est-ce que la violence? À partir de quand on est dans l'usage excessif de la force? Est-ce que des petites humiliations, des petites insultes, des propos qui peuvent être déplacés, ça rentre dans la violence? De manière générale, en France, c'est vrai qu'on manque un peu de statistiques sur ces questions-là, que ce soit sur les contrôles d'identité, par exemple. On n'a pas de chiffres officiels donnés par les autorités sur le nombre de contrôles d'identité qui sont effectués chaque année. Il y a eu quelques études qui ont été menées, mais elles sont rares. On a peu d'informations aussi sur les condamnations de policiers par la justice pour des faits, ou des policiers ou des gendarmes pour des faits de violence. Donc c'est en réalité très difficile de faire un panorama. On manque de chiffres, Monsieur Schlosser, Jean-Michel Schlosser. On manque de chiffres sur ces sujets-là, sur les sujets de la violence policière. On manque de chiffres sans doute, mais encore faudrait-il se poser la question de quelle violence parlons-nous, de quelle police parlons-nous, je veux dire par là de quel type d'action de police parlons-nous. On ne peut pas confondre la violence dans les quartiers avec la violence issue des manifestations, je parle de l'ordre public. On ne peut pas comparer une violence dite de sécurité publique avec une violence née d'une action de police judiciaire. Donc de quelle violence parlons-nous, de quels endroits parlons-nous, de quelle temporalité parlons-nous? Et je crois qu'il faudrait d'abord commencer par faire cette différence. Ensuite, sur votre question, oui, effectivement, il n'y a pas véritablement, pour l'instant, c'est en cours de changement d'ailleurs, mais il n'y a pas véritablement de remontée chiffrée, statistique précise. Alors, il y a une phrase au tout début du film, et je voudrais vous entendre là-dessus, Driss Etazaoui. Le commentaire du film dit « La confiance est perdue entre les jeunes et la police ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Écoutez, si je partais du principe que la confiance était perdue entre les jeunes et la police, je rendrais immédiatement mon mandat d'élu, puisque sans espoir, finalement, pas d'action publique. Donc je pense que ce qui nous anime
chevillée au corps, c'est la volonté de faire en sorte qu'effectivement la confiance et le dialogue puissent se rétablir. Mais En un tout cas, mot ce que sur la laisse- question oui. de la violence, Jérôme Chapuis, si vous le permettez. De quelle violence parlons-nous, disait notre ami sociologue. J'ai envie de dire de quels jeunes parlons-nous. Je crois que c'est important quand même. Les mots ont leur importance. Quand on parle des jeunes de quartier, il ne s'agit pas d'un groupe homogène qui porte une voix collective. 18% de la jeunesse française aujourd'hui est domiciliée dans les quartiers dits prioritaires. Dans les 1500 quartiers, c'est 18% de la population, enfin de notre jeunesse sur ces territoires-là. Autrement dit, l'avenir du pays, l'avenir de la France passe pour partie à travers cette jeunesse et à travers ces territoires. Donc faisons attention aux mots qu'on emploie. Quand on parle des jeunes, il s'agit d'un certain nombre de jeunes qu'il faut qualifier. Il ne s'agit pas finalement de se voiler la face, mais d'un certain nombre de jeunes, d'une minorité agissante dont nous aurons naturellement l'occasion de parler. Denis Jacob, en tout cas, ce que laisse entendre le film, c'est que la situation se serait dégradée. Non, je pense qu'il faut déjà recontextualiser les problèmes. Je pense que c'est très très important. Il ne faut pas non plus laisser croire que le reportage démontre une norme dans la police nationale. Ça démontre des faits qui restent très marginaux. Dire qu'il n'y a pas de dérapage dans la police nationale serait une erreur. Je pense qu'il faut savoir reconnaître ses fautes, mais ce n'est pas la majorité des policiers, c'est une extrême minorité qui jette l'opprobre sur toute une institution. Et quand on parle de confiance perdue, ce n'est pas la confiance perdue entre la population et la police dans certains quartiers de France. C'est la confiance perdue vis-à-vis des pouvoirs publics. Parce qu'aujourd'hui, on demande à la police de régler tous les problèmes, mais quid de la politique de la ville? Mais monsieur pourra nous répondre. Quid de la politique sociale? On a des jeunes qui sont en déshérence et qui sont pris en charge par des voyous. Et c'est eux dont on parle principalement en termes de violence dans les quartiers. C'est pas le jeune qui va et vient normalement comme tout à chacun partout en France. Ce sont des jeunes qui sont pris donc en charge par des délinquants qui essayent d'instaurer leur réseau de trafic en tout genre, mais on a eu un abandon des pouvoirs ceux qu'on voit dans le publics. film, en tout cas, ont le sentiment, disent, voilà, nous on est juste là, on est présent, on dérange. Et c'est pour ça qu'on vient systématiquement nous contrôler. Mais parce que le documentaire, sur ce point, l'explique très bien. Il y a des témoignages qui sont apportés. On a des réquisitions permanentes du procureur pour effectuer des contrôles d'identité en des lieux très précis parce qu'on a des plaintes de certains habitants. On passe une fois, on passe deux fois, on passe trois fois, parce qu'il faut casser cette stagnation de jeunes qui sont situés ici ou là. Alors ça peut paraître comme une provocation de la part de la police, la volonté d'un affrontement systématique, mais on est là pour faire cesser des perturbations, un dérangement que certains habitants ne supportent plus parce qu'ils se sentent en insécurité. Des faits très marginaux, dit Denis Jacob. C'est votre sentiment aussi, Marion Guémas? Alors encore une fois, c'est difficile. On n'a pas de chiffres, donc c'est toujours un phénomène qui est difficile à apprécier. Après, ce qu'on voit sur les études qui ont été faites sur les contrôles d'identité, c'est que très peu aboutissent à la révélation d'une infraction. Et ce qui pose la question, je pense plus largement, et qui peut-être aussi se retrouve dans le malaise qu'il y a chez les policiers aujourd'hui, c'est du sens du métier. Quel est l'intérêt d'aller contrôler? En tout cas, quand certains jeunes, ces témoignages qu'on reçoit souvent, des personnes qui sont contrôlées plusieurs fois par jour, des personnes qui, quand on dit machin, donne-moi ta carte d'identité. C'est quoi un contrôle d'identité quand on connaît, enfin, quel est l'intérêt de demander l'identité à quelqu'un dont on sait exactement qui il est? Donc ce sont des, finalement on a le seul contact finalement que ces gens ont avec la police, c'est ce contrôle et c'est pas de la protection. Je pense que l'aspect Ce que vous dites, c'est que protection, non seulement c'est humiliant pour la personne qui est contrôlée, mais et je finalement pense ça qu'en l'est termes presque aussi. d'efficacité de politique publique de la police, c'est une efficacité qui est à relativiser. Alors ça, Denis Jacob, c'est important de répondre. À quoi ça sert ce type de contrôle? mais parce qu'on est là pour empêcher, pour déranger ces attroupements qui sont signalés. En fait, notre but, c'est de les faire partir de là où on nous demande d'intervenir parce qu'il y a des plaintes, parce que c'est pas de l'initiative que l'on fait. On le fait sur plainte d'habitants et sur une réquisition très souvent permanente de la justice d'aller procéder à des contrôles d'identité pour que les jeunes qui sont signalés comme des perturbateurs s'en aillent. Donc on va passer une fois, deux fois, on sait qui c'est, bien évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire, on le contrôle une fois, deux fois, trois fois, on sait à qui on a affaire. Le but, c'est qu'on crée un ras-le-bol dans ces jeunes-là pour qu'ils s'en aillent. Manifestement, ça ne fonctionne pas. C'est en tout cas ce que semble démontrer le film. Après, toute la question, c'est pourquoi ils sont là. Il y a deux choses. Est-ce que cette politique est efficace, puisque manifestement vous nous dites, voilà, c'est aussi ce qu'on nous demande de faire. Et puis, est-ce que ça témoigne pas aussi d'une moindre tolérance de la société à l'égard de ces jeunes qui sont dans l'espace public là-dessus? Le film le dit bien, le film qu'on a vu tout à l'heure, effectivement, à un moment donné, on s'interroge, on dit, mais pourquoi est-ce qu'on va contrôler des enfants de 12 ans?
quel est l'intérêt que d'aller faire un contrôle d'identité auprès des enfants de 12 ans? Non, mais moi, attendez, je vais répondre et je vais mettre de l'huile à votre moulin. Moi, je me pose la question de savoir ce que des enfants de 12 ans font à l'extérieur, dans la rue, et des fois, tard le soir. C'est ça. Donc effectivement, à un moment donné, on peut se poser la question de la responsabilité des parents. Je vous remercie de le dire à ma place. Non, mais je vous en prie, mais en même temps, je veux qu'on y apporte également des circonstances atténuantes, puisque sur ces territoires-là, on a une très forte concentration de familles monoparentales. Et donc, pour ces familles monoparentales, 3 ou 4 fois plus que la moyenne sur ces territoires, élever un enfant, pas qu'un enfant, des fois c'est 3 ou 4 enfants, ça relève quand même de la gageure. Jean-Michel Schlosser, là-dessus. Oui, j'abonde parfaitement. Je crois qu'au-delà même du problème social, on est dans un problème sociologique, certainement, mais encore plus culturel et je dirais même anthropologique. Il y a un investissement, voire un surinvestissement du domaine public au détriment du domaine privé, je veux dire plus exactement de l'espace. Alors, c'est pas nouveau, on a connu il y a 30, 40 ans des jeunes qui étaient en bas des escaliers, qui discutaient, qui passaient du temps à glander, je crois, comme le dit un des avocats dans le... Bon. Mais aujourd'hui, il y a un surinvestissement de l'espace public qui arrive à générer parfois des troubles et qui fait que sous cet ensemble et cette monnaie, les jeunes ou des jeunes, comme le dit également un commissaire divisionnaire, on arrive à avoir un comportement, je cite l'historien Robert Muchambled, qui dit qu'ils n'obéissent plus aujourd'hui au devoir normatif d'être et de demeurer dans des bornes couramment admises. De là, le terme qui est employé d'indésirable. Alors justement, je voulais vous interroger là-dessus. Peut-être que vous voulez y ajouter quelque chose là-dessus. La question aussi, c'est qu'effectivement, peut-être qu'on peut se demander ce que ces jeunes font dans la rue. On peut aussi se demander, est-ce qu'un contrôle d'identité résout le problème À 12 ans. Oui, mais en fait, si c'est contrôler un jeune, qu'est-ce que ça amène à quoi? Voilà, ça ne va pas forcément non plus résoudre ce problème-là, sans contester le... Sur ce terme-là, vous avez soulevé le problème. Ce terme d'indésirable qui est employé dans le film, on sent bien ce que ça suscite d'humiliation chez les jeunes, Driss Ezataoui. C'est un terme qui, dans la bouche d'un policier, qui manifestement parle d'instructions qu'il a reçues, évidemment est humiliant pour un jeune, non? Vous avez absolument raison de parler d'humiliation. Ce que je veux dire, c'est que le film, ce que nous dit le film aujourd'hui, nous le savons tous déjà. Il ne nous apprend rien, sinon que de dire avec réalité, avec force, quel est le quotidien d'un certain nombre de jeunes, mais également quel est le quotidien aussi des forces de l'ordre sur ces territoires. Sur la question du vocable lui-même, ces jeunes-là, une partie en tout cas, une petite partie, une minorité agissante, c'est des ados pour une grande partie, et ces ados sont récalcitrants à l'ordre, récalcitrants à l'uniforme, ils se situent en dehors du système, et vous ajoutez à cela le manque de repères, la perte de normes, la quête d'identité, vous arrivez à des situations qui sont des situations explosives. Comment être français dès lors que la société ne vous regarde pas en tant que tel? Denis Jacob, là-dessus. Je ne peux que souscrire à ce que vous dites. Et effectivement, non seulement j'ai travaillé dans les quartiers difficiles, mais j'y ai vécu. J'ai vécu pendant près de 10 ans dans la cité d'Orgemont à Épinay-sur-Seine, donc qui a suffisamment défrayé la chronique. Je n'ai jamais eu le moindre problème avec la population qui y habite, et elle savait que j'étais policier. Donc ce n'est pas un problème de population, c'est un problème d'un certain nombre de jeunes qui ne sont pas des jeunes classiques, ce sont principalement des jeunes qui sont plus ou moins pris en charge dans un réseau de délinquance à différents niveaux. Donc le problème, une fois de plus, c'est que vous parliez d'indésirable. Donc là aussi, je voudrais remettre les choses à leur place. Le mot indésirable est uniquement utilisé dans le cadre d'un logiciel interne à la police nationale et non pas une infraction qu'on irait... parce que juridiquement, il ne veut rien dire. Là, juridiquement, il ne veut rien dire et c'est le document. Symboliquement, il en dit beaucoup quand même. Oui, mais c'est parce que c'est la personne qui fait le document qui en parle, parce qu'il a des informations de ce qui se passe en interne. Est-ce qu'il est inapproprié? Peut-être. C'est pas aux policiers à qui on demande de faire son travail de le modifier, c'est à l'administration de faire le nécessaire pour changer cette appellation. Et pour revenir à la problématique des jeunes qui sont, et qui ne devraient pas être dans la rue à 12 ans à minuit, mais vous savez, c'est pas récent. Vous le disiez, j'ai travaillé à Villeneuve-la-Garenne, mais ça fait maintenant quelques années. On avait déjà affaire à des mineurs de 8 ans à 23 heures dans la rue. Il y a quelque chose, parce qu'il s'agit de politique publique, là, pour le coup, Driss Ezataoui. Oui. Le film pose la question, voilà, la course aux chiffres, la course aux résultats, dit ce film, a accentué le fossé
entre les jeunes et la police. Voilà, parce qu'à force de leur demander des résultats, finalement, les policiers se sont montrés parfois, ont montré un comportement, encore une fois, humiliant. Est-ce que c'est un constat que vous faites? Et pas seulement entre les jeunes et la police, mais même entre les habitants et la police. Parce que chez les habitants, et je pense que vous souscrirez à ce que je vais dire, il y a une forme d'exaspération. Parce qu'on a le sentiment que sur les quartiers prioritaires, on a une police à 2 vitesses. C'est-à-dire que ce qui se passe sur un quartier, on fait preuve de beaucoup de tolérance. Je prends un exemple, barbecue sauvage, barbecue géant, 150, 200 personnes autour du barbecue. Les habitants n'en peuvent plus. Le responsable là-dedans, c'est pas le directeur de la sécurité publique, c'est pas le préfet que les habitants vont voir, c'est le maire, celui qui est à portée de baffe. Parce que le maire est responsable de tout et il est innocent de rien. Et donc c'est à lui qu'on demande de rendre des comptes. Sauf qu'à la police, on ne comprend pas très bien, parce que ce même type d'événements en centre-ville ou dans des quartiers beaucoup plus sympas, on est certain que la police interviendrait immédiatement et qu'on mettrait fin finalement à ce type d'événement. Mais c'est comme les planques, c'est comme les lieux de deal et les lieux de trafic. Il y a 2 poids, 2 mesures tous les habitants, en fonction du quartier où on habite. Aujourd'hui, tous les habitants savent ne vous traite pas de la même manière. Où sont fixés les points de deal et on se dit mais que fait la police? Tout le monde le sait, les habitants le savent et on ne comprend pas que la police n'intervienne pas. Marion Guémas. Pour rebondir, ce qui est intéressant, c'est quand on voit que de manière générale, la police a plutôt une bonne image auprès de la population française, bien plus que la justice par exemple. Je crois qu'on est autour de 70, 80, ou 90 en policiers, gendarmes, mais on a près d'une personne sur 2 qui trouve que la police est inéquitable. Et donc, effectivement, ça confirme qu'on a confiance, mais il y a quand même près de la moitié de personnes sur 2 qui pensent que c'est inéquitable, soit en sa défaveur, soit au contraire parce que la personne considère que c'est normal que la police traite de manière différenciée les personnes. Ça, vous le constatez vous aussi, Jean-Michel Chausser? Oui, il y a une forme d'ambivalence très profonde dans la société actuelle, où on est sur une société qui recherche de la convivialité, c'est-à-dire du collectif, mais qui en même temps est recentrée sur une forme d'individualisme. Et parallèlement à ça, il y a, je crois, un des grands points qu'il faut dire, il y a une méconnaissance qui n'est pas coupable, mais on la note, une méconnaissance de la loi et des pouvoirs réels des policiers. Et actuellement, dans cette forme individualisée de société collective, c'est un petit peu antithétique ce que je dis, mais c'est un petit peu ce qui se passe. Les gens ne savent pas exactement sur quel point être. Nous sommes dans un collectif, nous sommes dans le vivre ensemble, mais en même temps, j'ai mes propres libertés, j'ai ma propre raison, j'ai ma propre envie, j'ai mon propre besoin. Et toute intervention extérieure, alors notamment de la police, qui aujourd'hui est la seule représentante de la répression, du non. Je ne veux pas rentrer dans le détail sur l'abandon du pouvoir des familles, de l'école, etc. Mais c'est considéré comme une intrusion, c'est considéré comme une attaque. Le fait d'être contrôlé, notamment. Absolument. Oui. Absolument. C'est une intrusion, y compris quand c'est dans l'espace public. Absolument. Mais le policier, en retour, considère également comme une intrusion dans son devoir qu'on ne le respecte pas dans sa propre mission. Et c'est pour ça que je dis qu'on en arrive à un système, malheureusement, de bandes, d'amis-ennemis. Les policiers considèrent qu'en face, ce sont des ennemis. Les jeunes considèrent que les policiers sont des ennemis, alors que ce n'est pas le cas. C'est terrible, ça. Vous employez le mot de bande. Oui. Vous avez le sentiment parfois qu'entre les policiers et les jeunes, ce sont 2 bandes face Bien sûr, à face. aujourd'hui, les policiers, parce qu'on n'est plus présent de manière pérenne dans certains quartiers où on devrait lutter quotidiennement contre les points de deal, notamment, qui est un vrai sujet, on n'intervient que quand il y a réellement un problème. Et comme on intervient sur leur territoire, on est donc forcément un ennemi, une bande rivale, et donc on s'en prend à nous. Et donc, on est obligé d'affirmer l'autorité de l'État parce qu'elle n'est plus reconnue comme telle, et donc il se passe malheureusement des confrontations. Et c'est notamment pour ça, et c'est important que je vous le dise quand même, c'est que nous, Alternative Police, mais d'une manière générale, tous les syndicats de police, on souhaite une généralisation du port de la caméra piéton pour tous les policiers, parce que c'est avant tout une protection juridique pour eux. On va venir eux. sur ce débat précis. Je voudrais juste, puisqu'on parle beaucoup des jeunes depuis tout à l'heure, qu'on réécoute un très court extrait, puis ça entraînera une question précise. Juste derrière, un court extrait, on va entendre ces jeunes. Genre, moi je suis au milieu, il y en a un à ma droite, un à ma gauche, ils me tiennent, ils me mettent les menottes et ils me tiennent quand même. Genre j'ai les menottes et ils me tiennent quand même. Ils me tiennent, à ce moment-là ils commencent à m'insulter, ils insultent mes origines, ils me disent ouais c'est Libanais de merde, qu'est-ce que tu fous là, t'es qu'une merde, je sais pas quoi, donc ils me rabaissent de ouf alors que j'avais quoi? J'avais 14-15 ans. Ah, vous l'entendez, hein. Alors on ne va pas revenir sur les chiffres, savoir si c'est un comportement minoritaire ou non. Ce qui est important, c'est le sentiment de disproportion entre la fin et les moyens, Marion Guémas. C'est quelque chose qui revient souvent, ça. Là c'est surtout, effectivement, ces insultes. Ce qui peut être
perçu comme quelque chose de pas très important, mais ça crée la relation du quotidien. Si on repart sur les questions de police-population, au-delà des violences physiques, des coups, etc., il y a toutes ces petites choses-là qui construisent la relation du quotidien. Pour revenir sur les questions, enfin, ce que Denis Jacob disait, c'est qu'on a l'impression que finalement, on n'a plus la police de proximité comme elle avait été imaginée il y a 20 ans. On n'a qu'une police de proximité qui est finalement du conflit, où la police, effectivement, on a l'impression qu'elle vient pour effectivement interpeller le côté plutôt répressif et elle n'est plus dans cette dimension de protection. La police, pour qu'elle fonctionne, elle a ses deux jambes. Elle protège et elle prévient les infractions. Aujourd'hui, on a l'impression que dans certains quartiers, effectivement, ou dans certains espaces, la police, elle n'est plus que sur son pied de répression et donc forcément, c'est déséquilibré. Ouais, on entend les insultes, on entend aussi dans le film qu'il est question de racisme. Le racisme dans la police, vous l'avez constaté, vous, Drissiat Azaoui ? J'ai presque envie de vous dire que je l'ai constaté à titre personnel, puisqu'il m'est déjà arrivé, et à plusieurs reprises, d'avoir affaire à des personnes en uniforme qui ne se sont pas bien comportées. Quand je dis qu'ils ne se sont pas bien comportés, c'est un euphémisme, mais je crois que ce que j'ai pu vivre, c'est pas ce qui est le plus important, parce que j'ai grandi, je suis suffisamment raisonnable pour avoir le sens du discernement et de savoir qu'effectivement, au motif que certains agissent mal, la grande majorité agit très probablement très bien. Vous voyez, je ne souhaite pas qu'on généralise et sur les jeunes, mais également sur la police. Mais oui, cela existe. On peut excuser des jeunes qui ne se comportent pas très bien. On peut leur trouver des circonstances atténuantes, etc. Par contre, les forces de l'ordre, elles sont formées. Elles doivent faire preuve de sang-froid. Ce sont des professionnels. À eux, il est beaucoup plus difficile de leur trouver des circonstances atténuantes. Et dès lors qu'il y a un dérapage, ils sont beaucoup plus blâmables de mon point de vue. Sur ce point, oui. Pas d'excuses pour les policiers qui... Alors, moi je vais être très clair, le racisme, la xénophobie, l'homophobie et tout ce qui peut porter atteinte à la liberté individuelle et aux droits de la personne n'a pas sa place dans la police nationale. Pour autant, quand on me dit que c'est un problème de formation, je ne suis pas d'accord. Et pour l'avoir personnellement vécu, quand vous arrivez en école de police, on ne vous forme pas aux cités du 93. C'est de la formation très théorique. Alors effectivement, il y a des mises en situation, il y a des stages pratiques qui sont mis, mais ce n'est pas le quotidien. Et quand vous arrivez, pour la grande majorité de provinces, et que vous êtes bombardé sur une banlieue particulièrement difficile... Ça arrive souvent, c'est le jeune policier qui arrive et puis voilà... C'est la majorité. C'est la majorité. C'est comme pour les enseignants, c'est la même chose. La majorité depuis des décennies. Et vous dites qu'on les envoie au casse-pipe. Mais bien sûr. Parce que vous arrivez à 20, 25 ans dans un terrain que vous ne connaissez pas. Vous êtes déjà, vous, déraciné géographiquement. Vous êtes isolé, vous n'avez pas la famille autour de vous. On vous envoie au charbon, dans une cité où il n'y a plus le principe de tutorat que moi j'ai connu, c'est-à-dire des anciens qui étaient fidélisés, qui étaient originaires du secteur et qui vous formaient, qui vous disaient « mais là tu n'interviens pas comme ça ». Vous décrivez une forme de perte de savoir-faire. Mais bien sûr, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on a un tel turnover des effectifs et aucune véritable politique de fidélisation pour garder de manière pérenne des policiers aguerris au territoire dans lequel ils travaillent, eh bien forcément les policiers, comme certains jeunes, sont en perte de repères dans un quartier qu'ils ne connaissent pas. Il y a un malaise dans la police, il faut souligner d'ailleurs, qui s'est manifesté le 2 octobre. Je voudrais qu'on élargisse ce débat parce qu'évidemment, on parle beaucoup des jeunes, des quartiers populaires depuis tout à l'heure, mais évidemment, on ne peut pas parler de la police, des questions de violence policière sans évoquer ce qui s'est passé depuis quelques mois en France, parce qu'on a le sentiment que le fossé s'est élargi aussi à l'occasion de la crise des Gilets jaunes entre la police et une partie plus importante de la population. Jean-Michel Schlosser, vous disiez qu'on ne peut pas tout confondre, mais est-ce que quand même les ressorts sont un peu les mêmes ? On parlait notamment de la disproportion entre la fin et les moyens. Est-ce que les ressorts sont les mêmes dans le cas des Gilets jaunes ? Non, les ressorts ne sont pas les mêmes, mais il y a... alors, je parlais tout à l'heure de la méconnaissance des citoyens, d'une large part de méconnaissance de la loi et des pouvoirs réels des policiers, des pouvoirs et des non-pouvoirs au demeurant. On se retrouve dans la crise des Gilets jaunes avec la même problématique. Les violences dans les manifestations. Seulement, beaucoup de gens ignorent, on ne peut pas totalement leur en vouloir, après tout, nul n'est censé ignorer la loi, mais tout le monde ne peut pas être non plus magistrat à la Cour de cassation, et je l'entends bien. Il y a des interventions qui sont justifiées et nécessitées par un cadre juridique qui n'est plus le cadre de la manifestation, mais qui est le cadre de l'attroupement. Et ce n'est pas du tout les mêmes textes. Il y a, je ne suis pas juriste, je ne veux pas rentrer dans le détail du Code de la sécurité intérieure, mais il y a des articles qui nécessitent
l'intervention de la police de façon parfois avec usage de la violence. Bon, je ne reviens pas non plus sur la fameuse définition de Max Weber sur le monopole de la violence légitime, mais on est tout à fait dans ce cadre-là. Alors, il ne faut pas confondre effectivement la répression de certaines manifestations qui doivent continuer d'exister avec l'éruption dans ces manifestations d'éléments qui transforme cette manif en attroupement. Vous posez la question de la légitimité de la violence. De ce point de vue-là, d'ailleurs, il faut citer un texte important qui a été publié cette semaine, texte de François Sureau, avocat, grand défenseur des libertés, qui publie un texte qui s'appelle « Sans les libertés » dans la collection Tract chez Gallimard. Et il l'évoquait d'ailleurs cette semaine. Je vous propose d'écouter un extrait d'une interview chez nos confrères de France Inter. L'autre jour, je traversais la place de la République et je vois, pour encadrer 200 gars qui manifestaient contre la mort d'un jeune à Nantes, Steve Maya-Canisso. Voilà, 300 gendarmes mobiles ou CRS, pourvus d'une arme qui est le fusil d'assaut de la Bundeswehr, qui tire des balles à la vitesse de 900 mètres secondes avec un calibre de 5,62 mm, 750 coups par minute en rafale ou à coup par coup. Et en voyant ça qui m'a sauté à la figure, je me suis dit, mais dans quel état vit-on où le gouvernement considère que son propre peuple est un adversaire de type militaire? Et ce sentiment-là, je peux vous le dire, c'était rien, c'était place de la République, il y a des gens autour de moi, il était partagé de manière sensible par la quasi-totalité des gens avec lesquels je me trouvais. Je vous voyais manifestement très énervé, Denis Jacob. Oui. C'est l'avocat et l'écrivain qui parlent, évidemment, oui. Mais cette question de la disproportion entre les moyens de la police et puis la menace que peut représenter une manifestation, elle est là quand même. Oui, alors déjà dire que pour donner l'appellation très technique, l'HK G46... les armes de guerre. Oui, alors faut savoir que sur le maintien de l'ordre, elle n'est absolument pas présente. Que les choses soient très claires. Qu'il y ait des lanceurs de balles de défense, oui. Qu'il y ait les moyens de protection, oui. Qu'il y ait les fusils pour lancer les grenades lacrymogènes, oui. Mais du HK G46, non. Là, je vois pas où. J'aimerais avoir les vidéos de la ville de Paris pour confirmer ce qu'il dit. François Sureau, c'est que les policiers donnent parfois le sentiment d'être là plus pour intimider que pour protéger. Non, pas du tout. Si vous voulez, pourquoi il y a 300 policiers ou gendarmes de présence sur une manifestation où il y a 100 personnes? Parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des infiltrations de casseurs. Manifestation des Gilets jaunes depuis 46 semaines en sont une démonstration. Et donc, on doit prévenir tout trouble à l'ordre public. On doit assurer la sécurité de tous nos concitoyens et pas uniquement de ceux qui viennent manifester. Et sur la disproportion, je voudrais quand même qu'on remette là aussi dans son contexte, quand on parle des Gilets jaunes. Vous avez eu des Gilets jaunes le 17 novembre sur les ronds-points. Il n'y a eu aucun incident avec les forces de sécurité. Tout s'est très bien passé. Et puis, on a eu une dérive d'ultra, notamment, qui a infiltré ces manifestations-là et qui ne sont venus que pour en découdre avec les forces de sécurité. Et là, on pourrait reparler du maintien de l'ordre et de la réforme qui devrait être conduite. Et on a des gens qui étaient là uniquement pour manifester, qui se sont retrouvés pris entre deux feux, si je puis parler ainsi, entre ceux de la police et ceux des casseurs, et qui se demandaient ce qui se passait parce qu'ils n'avaient pas entendu les consignes de dispersion du maintien de l'ordre. Alors, Marion Guémas, sans parler des armes de guerre, il y a quand même la question notamment de l'usage de la force, et de la proportionnalité. Même s'il y a une les LBD, notamment, les lanceurs de balles de défense. La légitimité de l'usage de la violence par les forces de l'ordre, il y a aussi une question de proportionnalité. Et c'est vrai qu'à certains égards, il y a quand même eu de nombreux moments où on se pose la question du respect de ce principe de proportionnalité. Et l'ordre public, effectivement, c'est de protéger les gens, c'est de ne pas créer un trouble excessif, mais c'est aussi, le maintien de l'ordre public, c'est de permettre aux gens de manifester. Et aujourd'hui, on arrive à un niveau de violence où on le voit quand même de plus en plus de gens n'osent plus aller en manifestation parce qu'ils ont peur. Et ils n'ont pas uniquement peur des casseurs, ils ont aussi peur de se retrouver pris et blessés par des policiers. Et ça, c'est particulièrement inquiétant. Quand on dit force doit rester à la loi, ce principe doit avoir quelques limites. Sur ce principe-là, on est d'accord. Et ensuite, tout dépend des moyens qu'on emploie. Mais c'est intéressant le lien que vous faites parce qu'on peut faire le lien avec le premier sujet, avec les jeunes de quartier. Vous savez, on s'est interrogé pour savoir pourquoi est-ce que les jeunes de quartier n'étaient pas présents sur les manifestations des Gilets jaunes. Pourquoi est-ce que les banlieues n'étaient pas là? Il y avait deux raisons essentiellement. Une, c'est parce que les banlieues, ils ont eu leur grand débat au moment du plan Borloo, etc. Pendant quasiment un an, il y a eu une grande consultation. Donc leur grand débat, ils l'ont eu. La deuxième raison, et ça vous l'entendiez dans les quartiers, c'est qu'ils disaient, si jamais je vais à Paris, Champs-Élysées, je peux être sûr que le premier qui va recevoir le coup de bâton, c'est moi.
le premier qui va recevoir la balle, c'est moi. Et c'est l'une des raisons, croyez-moi, pour lesquelles les jeunes de quartier ou les habitants des quartiers prioritaires ne se sont pas rendus sur ces manifestations. C'est quand même intéressant de le souligner. Que ce soit à tort ou à raison, c'est-à-dire que peut-être que ce ne serait pas arrivé, reste que c'est quand même le sentiment qui prédomine et qui conduit l'action. Ce que le film met en lumière, Jean-Michel Schlosser, c'est intéressant, c'est notamment au travers des témoignages anonymes des policiers, c'est l'esprit de corps très important qui règne dans la police. Et le film souligne que c'est très difficile de dénoncer une bavure quand on est policier. C'est pas spécifique à la police. Tout corps constitué, effectivement, fonctionne à l'image de la cellule biologique qui tente à faire en sorte que, d'une part, vis-à-vis de l'extérieur, mais également vis-à-vis de l'intérieur, une forme de pression de conformité qui fait que tout celui qui s'en échappe et qui, quelque part, porte atteinte à l'intégrité du corps est perçu comme une brebis galeuse. Alors, c'est vrai dans la police parce qu'il y a un esprit de corps très fort. Je crois que c'est assez général. Tiens, d'ailleurs, on a l'extrait, on va l'entendre, mais enfin, parce que la police n'est quand même pas tout à fait un corps comme les autres. Écoutons l'extrait du film et puis on en reparle après. Ça peut être très lourd en fait pour un policier qui s'oppose à ça, qui s'exprime contre ça. Celui qui remet ça en question, il se met à la marge et il se met en danger, très clairement. En danger, ça veut dire des menaces, la voiture qui peut être abîmée, ça peut être une non-intervention en cas de difficulté sur une interpellation qui tombe mal, où on va laisser 30 secondes avant d'intervenir, le temps que celui qui a balancé se fasse bien casser la gueule, pour lui faire comprendre que s'il veut compter sur ses collègues, il doit se taire. Donc au final, c'est soit tu fermes ta gueule, soit tu fermes ta gueule. C'est comme ça que ça se passe, Denis Jacob? Alors écoutez, moi je suis très très surpris d'avoir entendu ces témoignages. Alors si c'est vrai, là où ça se passe, il faut réellement qu'il y ait une enquête de l'IGPN, je le dis très clairement, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, l'IGPN, c'est pas une... On va en parler de c'est pas une inspection copine des policiers, contrairement à ce qu'on peut croire, bien au contraire. Moi j'ai jamais vu et entendu ça, et je n'ose croire que l'on chercherait volontairement, sous prétexte d'avoir dénoncé un fait condamnable, qu'on l'envoie au casse-pipe un policier pour le punir et se laisser lyncher par je ne sais qui dans je ne sais quel endroit. Jean-Michel Schlosser, l'extrait vous faisait réagir également. Oui, pour minorer un petit peu ce qu'on vient d'entendre, je dirais que j'ai l'impression d'entendre un discours qui est un petit peu daté. De l'ordre de, allez, je dirais 20 ou voire même 30 années. Aujourd'hui, dans les jeunes générations de policiers, notamment vis-à-vis de l'homophobie ou du racisme que vous mentionniez tout à l'heure, il y a beaucoup moins d'esprit de corps, il y a beaucoup moins de soutien, et j'entends, y compris certains collègues sociologues d'ailleurs, dire qu'il y a une sorte d'entraide, d'omerta dans la police à ce sujet-là. C'est de moins en moins vrai. Vous voulez dire que l'individualisme dont vous parliez tout à l'heure, il se retrouve aussi dans la police? C'est l'image de la société. C'est l'image de la société. Vous avez parlé de l'IGPN, Marion Guémas. C'est vrai que la question se pose, pour rétablir la confiance, il faut de la transparence et puis il faut un contrôle de la police. Et c'est vrai que l'IGPN souvent est contesté. Est-ce qu'on peut faire confiance à cette institution et est-ce qu'elle travaille bien? Vaste question. Donc nous, en tout cas, à la CAT, on pense qu'il faudrait réformer l'IGPN, qu'il faudrait la rendre effectivement indépendante, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui. Et on pense qu'on pourrait s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'on a une inspection qui est composée effectivement de policiers, de gendarmes, qui effectivement on savent de quoi ils parlent, mais aussi s'ouvrent sur l'extérieur, que ce soit sur des chercheurs, sur des associations, des avocats, des juristes, etc. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les policiers qui jugent les policiers, enfin qui enquêtent sur les policiers. Voilà, et après, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas prendre l'IGPN comme étant sur une île. L'IGPN, elle fait partie d'une chaîne, c'est toute la chaîne pénale, et donc il y a l'IGPN qui va mener une enquête, mais pas toutes les enquêtes, puisque c'est le parquet ou l'instruction qui va décider de confier ou non à l'IGPN d'enquêter sur un policier, donc elle ne fait pas tout, et elle propose des sanctions administratives, c'est pas elle qui les prononce. Et au niveau pénal, c'est pas non plus elle qui prononce des décisions de justice. Donc on ne peut pas juste se concentrer sur l'IGPN quand on parle de violence policière, c'est vraiment voir toute la chaîne pénale. Mais les sanctions administratives dont vous parlez, elles sont effectives, Oui.
il y a des sanctions. Alors, du coup, il y a aussi un déploiement d'outils actuellement parce qu'il y avait un problème de traçabilité de toutes les décisions. Donc ça, c'est en cours de déploiement, je crois, sera complètement en place l'année prochaine, si je ne me trompe pas. Il y a les sanctions administratives, mais il y a aussi les sanctions pénales. Effectivement, il y a les deux volets. Donc c'est pour ça que les policiers se jugent particulièrement sanctionnés parce qu'il y a ces deux volets. Ils peuvent être condamnés au niveau administratif et pénal pour un fait similaire. Voilà, encore une fois, la police, elle a des responsabilités particulières, comme vous le disiez tout à l'heure. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, l'IGPN est absolument indépendante à partir du moment où ce n'est pas elle qui enquête de A à Z sur une mise en cause d'un policier. L'IGPN n'engage que des enquêtes administratives et la police est sous l'autorité aussi des enquêtes de la justice. Il y a aussi des instances maintenant externes. Alors certes, ils ne donnent pas d'avis, ils ne sanctionnent pas, mais ils peuvent faire part de ce qu'ils ont pu constater. Je pense notamment aux défenseurs des droits. Il y a aussi les associations qui sont de plus en plus présentes mais il faut le dire, et je pense qu'elles ont leur rôle. Mais vous seriez ouvert, par exemple, à des propositions comme celles qu'on vient d'entendre? Mais on a déjà échangé avec Marion Guémas et la CAT sur comment améliorer le fonctionnement de la police nationale, justement parce que si on veut conserver une crédibilité, et on le rappelait, la population continue à nous soutenir majoritairement, mais si on veut avoir une crédibilité et un respect de notre autorité, il faut que nous soyons transparents. On n'a rien à cacher, donc pourquoi aller mettre un couvercle par-dessus tout cela, alors que de toute façon, on a tout à gagner de dire les choses. Alors, l'IGPN, elle peut être considérée comme parti pris. Moi, je considère que ce n'est pas le cas parce que régulièrement, les fonctionnaires de police font l'objet de sanctions. Ils bénéficient, comme d'autres professions particulières, de doubles sanctions, puisque, Marion Guémas le disait, vous pouvez être sanctionné, vous ne pouvez ne pas être sanctionné pénalement pour une affaire et l'être administrativement pour la même. Mais par exemple, pour prendre une affaire toute récente qui était d'ailleurs évoquée tout à l'heure par François Sureau, l'exemple de l'affaire Canisot, il y a un jeune homme qui est mort, il y a des responsabilités qui sont établies, le commissaire est muté, simplement muté, voilà. Et pourtant il y a eu mort d'homme. Alors le policier il a été muté à sa demande, c'est pas une mutation de l'administration. Donc ça veut dire, sans préjudice de la suite, en tout cas pour le moment, pas de sanction. Sur cette affaire, il faut être très prudent. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas une responsabilité, je ne dis pas qu'il y en a une aussi, parce qu'il y a une enquête en cours et qu'il faut être très prudent dans ce type d'affaires. Je crois vraiment que sur ces questions-là, il ne faut pas se voiler la face. Vous le disiez justement en début d'émission, en disant voilà, il y a très probablement une part de responsabilité, mais celle-ci ne doit pas jeter l'opprobre sur l'ensemble de la profession. Vous avez raison de le dire. Je pense que la personne qu'on a vue, vous parlez de couvercle, mais lui, pour le coup, il avait une capuche sur la tête, donc c'était à visage couvert qu'il témoignait. Dans toute corporation, dès lors que vous êtes un lanceur d'alerte, dès lors que vous avez un mot qui est à rebours ou une pensée ou une vision qui est à rebours de la pensée collective, vous êtes regardé comme une menace. Et moi, je ne suis pas surpris du témoignage qu'on a entendu tout à l'heure, d'autant plus que dans le film, une fois de plus, vous avez un gardien de la paix qui explique que finalement, lui n'a pas arrêté finalement d'alerter, de témoigner, et que sa promotion, enfin qu'il n'a jamais été promu et qu'il est resté gardien de la paix toute sa vie, là où tous ses collègues ont été promus. Parce qu'il va falloir qu'on conclue. Très rapidement. Non, mais là c'est un très mauvais exemple parce qu'il le dit lui-même. Oui, mais les policiers. Mais ce fonctionnaire lui-même, dans des articles il y a quelques années, reconnaissait lui-même que c'est lui qui avait refusé ses propres avances. Alors, on ne va pas s'arrêter sur ce cas précis, mais je voulais quand même qu'on ouvre des perspectives à la fin de cette émission, savoir peut-être, question très ouverte, à quelles conditions, puisqu'on tourne autour depuis tout à l'heure, à quelles conditions on peut améliorer, sinon rétablir la confiance, notamment entre les jeunes et la police. Je voudrais des points très précis, peut-être, des propositions très précises. Ah, mais très précis. Tout d'abord, c'est pas la police qui va régler le problème. C'est une question politique. C'est politique. Alors, politique de la ville. J'ai dit tout à l'heure, politique de la ville, politique sociale, politique économique. Mais quand je parle de politique, je parle de l'État. Je parle de l'État. Il y a eu une désaffection des services publics dans les quartiers difficiles. Donc, les gens, ils ont le sentiment d'être des citoyens de seconde zone. Et je ne vais pas leur reprocher de le croire. C'est pas le politique, mais le législateur, je pense, dont vous parlez. Parce que nous, politiques et politiques locaux, croyez-nous, c'est vraiment difficile. Je parlais de l'État en politique. Il y a deux polices, en fait. Il y a deux images et deux perceptions. Il y a la police qui rassure, c'est celle des attentats. On l'applaudit, on la porte à bout de bras, on est fier de notre police. Et puis il y a la police qui inquiète. C'est celle qui a été décrite tout à l'heure. C'est celle qui vous tape dessus dès lors qu'il y a une difficulté. Et finalement, on est étriqué entre ces deux polices.
voilà, et entre celles qui rassurent et celles qui vous châtient, et on se pose la question de savoir, mais comment est-ce qu'on peut en sortir? Et comment on peut en sortir pour arriver aux propositions? Je pense que la police de proximité, qui n'a plus été voulue par Nicolas Sarkozy, aujourd'hui voulue par Emmanuel Macron à travers la police de sécurité du quotidien, est un bon dispositif. Alors on n'aura pas le temps de déployer, mais c'est important d'en parler. Dans le détail, très rapidement. Déployer sur 80 quartiers en expérimentation et qui a vocation à couvrir l'ensemble des quartiers prioritaires. C'est pas assez. Mieux faire. Oui, des problèmes socio-économiques évidents. La police ne peut pas tout résoudre à elle seule. Et d'ailleurs, le problème, on disait tout à l'heure qu'il y a des termes qui sont mal utilisés. Encore faudrait-il faire plus attention aux termes en littérature qu'à la vie de tous les jours. Mais le terme incivilité n'est particulièrement pas à sa place. Ça empêche les policiers d'intervenir parce que les policiers n'interviennent pas pour des incivilités, mais pour le code pénal. Or, jusqu'à plus ample informé, incivilité, c'est pas dans le code pénal. D'où leur difficulté. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que il faudrait très certainement faire comprendre à toutes les personnes que quels sont exactement les droits de la police, mais quelles sont aussi ses impossibilités. Et puis, si vous me permettez, parce que je suis un petit peu militant pour la cause, renforcer la formation des sciences humaines et sociales dans la formation des policiers. C'est indispensable. D'accord avec ce qui a été dit, police de proximité de la vraie, remettre la police sur ses deux jambes et les caméras piétons qui sont une bonne initiative, mais pas en l'état. Et on a expliqué tout ça sur le site de la CAT. Merci beaucoup. On n'a pas eu le temps de reparler des caméras piétons. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre concision, pour cette conclusion. François Sureau, Sans la liberté. Je citais tout à l'heure ce texte qui est un très beau texte. C'est dans la collection Tract chez Gallimard. Évidemment, on peut en discuter. On en a discuté avec vous, Denis Jacob. L'ordre et la force, enquête sur l'usage de la force par les représentants de la loi en France. Nous sommes au cœur de notre sujet, c'est le rapport de la CAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Il est en ligne sur votre site acatfrance.fr. Et puis, l'usage de la force, une sociologie de la discipline policière, un livre de Cédric Moreau de Bellin aux éditions Economica, paru en 2015. Voilà donc pour approfondir encore ce sujet. À très bientôt sur Public Sénat.